vous dites, bon, allez voir le député, il y a tout ce côté, ce que vous reprenez aussi, c'est la trame de ces gens qui cherchaient à s'affranchir des grands patrons, là, Ça, c'est des choses que j'ai glanées, je vais vous le dire. Je n'ai pas écrit ça du haut de mon imagination pure. J'ai beaucoup consulté les historiens que j'admire profondément. Un des premiers qui m'a mis sur cette piste parce que j'ai adoré son bouquin qui s'appelle « La conquête du sol au 19e siècle ». C'est un professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Normand Séguin, qui m'a expliqué un peu le fonctionnement de ces sociétés de colonisation qui recrutaient des gens pour aller ouvrir des terres. C'était toujours en vue d'ouvrir des terres. Mais ceux qui gagnaient dans cette affaire, ce n'étaient pas ces pauvres gens qui bûchaient du matin au soir, c'était les compagnies qui ouvraient et faisaient abattre le bois pour le vendre en Angleterre. Mais évidemment, ils ont contribué au développement de la région. Sauf que les sous, c'était dans leur poche qu'il allait. Et les gens essayaient, avec le peu d'éducation, peut-être le peu de ressources et d'informations, et d'organisation, de se sortir de ces carcans terribles qu'ont été les grandes compagnies, Price et compagnie. Parce qu'il n'y avait pas d'issue. On était pris dans un rond où on ne s'en sortait plus. On va s'arrêter, Cécile Gagnon, pour une pause, mais on va continuer sur ce récit passionnant, vraiment passionnant. On s'arrête pour une pause. Cécile Gagnon est mon invitée ce soir, auteure de nombreux livres pour enfants, de recueils de contes et légendes, mais aussi de 2 romans qui retracent une partie de l'épopée humaine, on peut dire, du Québec au siècle dernier. Elle nous dit comment elle s'engage sur les sentiers d'une imagination très fertile hier et qu'il faut réapprendre à cultiver dès le berceau aujourd'hui. Et d'ailleurs, Cécile, vous aimez reconstituer des contes, retourner même les raconter à des enfants dans les écoles. Bien, on me demande parce que, d'ailleurs, je crois que quelque part, certains enseignants ont un peu honte de se rendre compte qu'ils ne connaissent pas le patrimoine oral. Bon, vous me direz qu'il y a d'autres choses à faire lire à des enfants ou à raconter, bien sûr. Mais bon, d'après moi, les contes de notre tradition nous racontent aussi. Ça fait partie de notre histoire. Et mine de rien, en racontant une histoire, comme par exemple le bossu de l'île d'Orléans, qui se passe à l'île d'Orléans, vous racontez tout un décor, une façon de vivre, un instrument de musique qui est le violon. Qu'est-ce que ça raconte, le bossu? Moi, je ne connais pas. Ah oui, bon, mais le bossu de l'île d'Orléans, c'est que depuis toujours, on a cru que sur l'île d'Orléans, d'ailleurs, je pense que c'est Jacques Cartier qui l'avait appelé l'île aux sorciers, parce qu'on prétendait qu'il y avait des sabbats à minuit et qu'on voyait des flammes. Des messes noires. Enfin, je ne sais pas trop, mais apparemment, les fameuses lueurs, c'était tout simplement les gens qui allaient relever leur pêche à fascine à marée basse la nuit avec des flambeaux. Bon, en tout cas, bref, vous voyez comment on peut s'en aller dans l'imaginaire avec ça. Et le bossu, c'est un pauvre gars, bossu, donc pas très futé, mais qui regrette de jamais se trouver de fiancé parce que comme il a une bosse dans le dos, personne ne veut de lui. Mais il est bon violonneux. Alors, il est invité à des fêtes, mais il prend un coup. Comme les enfants, d'ailleurs, il y a des expressions très curieuses dans ce bouquin qui dit « il a bu à tire-larigot ». Oh, à tire-larigot, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les enfants savent très bien ce que ça veut dire. Ils savent qu'il est un peu pompette, etc. Bref, en rentrant à minuit, il rencontre des lutins qui le font danser et lui offrent une récompense. Mais moi, je ne vous dirai pas le punch de la fin. Sauf que je veux vous dire ce que je déplore un peu, comme toutes les personnes ayant passé 50 ans, c'est que notre imaginaire, qui est très ancré dans notre Québec, s'en va est remplacé par des trucs qui n'ont pas de rapport. Oui, on dirait ça va chez le diable. Oui, tout à fait. Bon, je vous donne l'anecdote suivante. J'ai lu ce bouquin récemment dans une école à des enfants médusés, les yeux ronds, mais je me suis arrêtée et j'ai demandé « Et qu'est-ce que c'est un bossu ?» Vous savez, à l'époque, au 18e, sans doute, les maladies, on en voyait plus des éclopés. Et vous savez ce qu'un enfant m'a répondu? C'est le gars qui sonne les cloches.
Alors ça, c'est voilà. Notre-Dame de Paris, le vidéo. Alors j'avoue que je suis restée bouche bée. Je trouve ça brillant comme réponse, mais ça vous en dit long sur où on en est. Bien sûr, ils n'ont jamais vu de bossu, mais c'est quoi la référence culturelle, le bossu de Notre-Dame? D'abord, c'est un vidéo américain, c'est même pas l'original. Alors, je me dis, il y a beaucoup de rattrapage à faire pour montrer aux enfants que nous avons des histoires formidables. Et pour ça, comme et vous disiez, une langue pour la porter extraordinaire. À travers le conte, on apprend beaucoup de choses. On apprend plein des de mots, choses. des expressions. On apprend des expressions, on apprend comment vivaient les gens, parce que là, c'est clair que ça se passe autrefois. Le gars, il s'en va à pied à un party, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de système de son, il y a son violon, puis il prend un coup. Mais ça, c'est très contemporain. Ce qui est frappant aussi dans cette préoccupation que vous avez, toujours pour les enfants, pour les jeunes, c'est que, bon, le chemin Kenogami, vous l'avez dédié, entre autres, à vos enfants, à Emmanuel et à Nicolas, et vous dites, pour qu'ils n'oublient pas leurs racines. Et là, vous en faites une version aussi pour les enfants. Oui. Et on apprend beaucoup de choses. Il y a un événement historique capital, le grand feu, par exemple, que vous racontez dans le deuxième. Mais vous voyez, pour écrire ça, d'ailleurs, j'ai porté cette histoire du grand feu pendant des années sans savoir comment j'allais pouvoir m'en sortir, parce que quand j'ai commencé le tome 1, dans mon plan, je voulais arriver au feu, mais emportée par une série d'événements, je ne m'y suis jamais rendue. Alors, j'ai été obligée d'écrire le tome 2 pour raconter le feu. Parce que là, l'actualité a couvert le déluge, là. Oui, mais il y a eu... débordements. Mais comment se renseigner? J'ai lu des petits filets dans des gazettes de l'époque, 1870. Il n'y avait pas 46 000 journaux. Et on raconte ça d'une façon très succincte. On raconte aussi beaucoup que tout le monde a prié et puis que les curés ont brandi des médailles et le feu s'est arrêté à leurs pieds, bien sûr. Autre genre de folklore. Ça vient de la légende. Très chouette. Mais il n'y a rien pour dire la violence des flammes, le désarroi des gens, les bébés, les gens qui ont mal aux yeux et les 4 personnes qui ont été brûlées dans un caveau. C'est vrai, mais j'ai eu 2 lignes pour me dire ça. Moi, j'ai voulu le mettre d'une façon presque peut-être trop émotive, mais montrer qu'est-ce que ça peut être. C'est une horreur. Des gens brûlés vifs, enterrés sous terre pour échapper au brasier. Mais ça a dû être épouvantable. Puis, pour le faire comprendre, je crois qu'il faut le mettre en mots et faire intervenir des personnages, faire des dialogues. Et c'est ça, écrire un roman, en somme. Mais moi, et ça a sûrement marqué les mentalités, cette expérience-là. Ça a sûrement créé aussi presque un caractère particulier dans cette région-là. D'ailleurs, pour dire vrai, ça, le grand feu et l'arrivée des pionniers, c'était ma préoccupation constante. Ce que je voulais explorer, je ne sais pas si j'ai réussi, vous me le direz, c'est comment on devient, on appartient à une région si fort que ces gens qui sont soudés à leur patrimoine, leur belle région, et qui en sont extrêmement fiers. Mais peut-être c'est parce qu'on y a vécu des choses comme ça et qui ont été transmises de génération en génération, qui laissent des traces dans votre sentiment d'appartenance. Mon leitmotiv, j'ai retrouvé aujourd'hui les cahiers dans lesquels je prenais des notes, j'en ai toute une pile, et c'était écrit l'appartenance, la besogne, et je me souviens plus quel autre thème. Mais c'était ça l'appartenance. Comment est-ce qu'une enfant retrouve en elle ce sentiment d'appartenir à ce pays? Ah oui, parce qu'elle a dû s'approprier ce paysage, elle a dû l'apprivoiser, se laisser apprivoiser par tout ça aussi, prendre racine. Et ça, c'est toute une expérience de vie. C'est ça. Oui, qui pourrait permettre aussi de comprendre ceux qui vivent ça aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs et qui viennent s'installer Oui, bien ici. sûr, c'est la même chose qui se transpose dans d'autres contextes. On est de quelque part, puis on s'en va vers un autre, mais comment est-ce qu'on devient cette personne qui vit dans un autre lieu et qui se dit
mon pays, à quelque part, il faut faire des efforts et il faut passer à travers une foule de choses. Et je pense que c'est quasiment impossible à détailler, à dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Peut-être les psychiatres ou les sociologues vous l'expliqueront, mais moi j'ai pensé que ça venait du cœur et des sentiments et d'un attachement viscéral à des choses aussi bêtes que des arbres. Une rivière, comme quand elle parle des décharges à Alma, c'est des rivières incroyables, mais qu'il n'y a pas eu maté, il y a des gens qui sont noyés, on a construit Dieu sait quoi autour des ponts, des cabanes, bon, on a tout fait, mais c'est rentré en eux comme étant partie de leur vie. Et redonner aux jeunes, au fait, cette histoire-là qui leur appartient aussi, c'est un peu leur faire comprendre qu'il n'y a rien de spontané là. Tout ce qui existe aujourd'hui n'est pas tombé du ciel. C'est une force, c'est à la force de la volonté, de la persévérance, du travail, de l'effort. Oui, mais là, il ne faut pas trop aller non plus de l'autre côté à dire on est tous des fainéants, on est assis devant la télé, on ne fait rien. Non. Il y a des gens qui travaillent très fort, mais ils font autre chose. Mais c'est vrai que d'être capable de faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui dont le confort semble acquis depuis toujours, que c'était pas si simple que ça et qu'il y a des gens qui ont besogné, j'aime bien ce mot besogner, pour que ça devienne aujourd'hui ce qu'ils ont. Le Lac-Saint-Jean est une région florissante, mais c'est une métaphore au fond. J'aurais pu prendre une autre région, j'aurais pu parler d'un autre pays. C'est toujours le même besoin de faire quelque chose, de s'approprier, de construire et de bâtir son pays. Par contre, il y a un paradoxe parce qu'il y a, comme vous l'avez constaté, une espèce de dénigrement pour ce patrimoine, la tradition orale. C'est pas un dénigrement. Et en même temps un besoin, parce que oui. Vos romans, par exemple, comme les romans historiques, chaque fois qu'il en sort, les gens vont les chercher, les gens ont envie de les lire, ils ont envie de revenir sur ces traces-là. Mais je ne pense pas que c'est un dénigrement. Je crois que c'est tout simplement un manque d'information. La tradition orale. Oui. Non, mais les gens ne connaissent pas. C'est pas valorisé. Moi, j'ai travaillé avec énormément de sociétés historiques régionales. Vous rentrez dans ces... Je me souviens à Roberval et à Beauport aussi pour écrire la légende de la Dame Blanche. Vous rentrez dans ces cénacles où il y a des personnes qui savent tout, qui vous racontent des trucs, qui ont à cœur le patrimoine. Il y a beaucoup de lieux comme ça au Québec où les gens revalorisent, mais ce n'est pas entré dans le monde de l'éducation, malheureusement. On s'arrête pour aller aux manchettes, aux actualités, et on se retrouve tout de suite après. Et déjà, vous pourrez vous adresser directement à Cécile Gagnon. Cécile Gagnon, mon invitée, travaille sur le fil de plus en plus fragile de la mémoire et de la tradition orale. Elle nous parle de l'imagination comme terrain d'apprentissage et ça a donné des légendes, des contes, des récits, tout un rituel de la parole que nous avons tort d'ignorer à ce point, n'est-ce pas? C'est ce que vous me disiez. Oui, mais je pense que c'est tout simplement une absence d'information. Il y a dans le monde de l'éducation, on fait appel à toutes sortes de techniques et de nouveaux genres de récits, mais on devrait remettre à la mode, je pense. D'ailleurs, on le fait. Je pense au spectacle de Drummondville, les légendes. Je suis sûre que les enfants y vont avec leurs parents. Et ils doivent bien, eux aussi, vibrer sur ces histoires qui sont... Mais est-ce qu'on a besoin de spectacles? Est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'il y ait un rituel qui se retrouve comme ça, même au cœur de la famille? C'est un moment de tendresse, c'est un moment d'échange. Oui, bien sûr. Mais je crois que ce bouquin, 1000 ans de contes, a été un peu un déclencheur parce que beaucoup de gens m'en parlent. Ils commencent avec des très jeunes enfants parce qu'il y a tout un appareil pour aider parents, bibliothécaires, garderies ou autres à choisir les contes en fonction des jours, de la durée, des thèmes. Et en voilà un outil bien pensé avec un contenu qui nous ressemble.